Quant à moi, pour y avoir passé toute mon enfance, ma jeunesse, pour y avoir travaillé, y travailler actuellement, je nourris beaucoup de critiques vis-à-vis de l'école. Quand ma fille, une fois l'enthousiasme du premier jour passé, m'a demandé pourquoi on doit aller à l'école, je lui ai donné 3 raisons. Pour que les parents puissent passer un peu de temps sans leurs enfants, pour aller travailler par exemple. Ah, alors ça c'est intéressant comme réponse. Au moins elle est franche. Alors, là-dessus, oui, si vous voulez, mais en allant... alors, vous allez voir que c'est une mauvaise raison, parce que si, en effet, vous avez besoin de temps, indépendamment de vos enfants, ce n'est pas en mettant les enfants à l'école que vous avez plus de temps pour vous-même. Au contraire. Pourquoi ? Parce que les enfants rentrés de l'école vont être tout le temps dans vos jambes, parce que vous leur avez manqué. Et par ailleurs que pour aller au travail, si les enfants sont à l'école, c'est que vous devez vous déplacer, vous ne pouvez pas les garder, donc certainement vous vous déplacez, et donc vous perdez énormément de temps pour aller au travail. Et il reste encore à savoir si votre travail est vraiment rentable, ce qui est souvent très mal le cas, c'est-à-dire que la plupart du temps les gens sont à la survie. Donc en fait ils travaillent pour manger ou pour survivre, ce qui est extrêmement néfaste, on n'est pas fait pour ça. Et donc je dis, il faut se reposer la question, peut-être qu'il faut travailler moins, peut-être on peut travailler depuis la maison grâce à Internet, gagner davantage et avoir plus de temps pour ses enfants qui, par ailleurs, étant davantage avec les parents, auront moins besoin d'être avec eux et dans leurs jambes et leur donneront beaucoup plus de liberté. Et c'est ainsi que paradoxalement les enfants, les parents qui font l'école à la maison ont beaucoup plus de temps pour eux-mêmes que les parents qui travaillent et qui laissent l'enfant à l'école. Donc en fait la polarité s'inverse si vous voulez. Il faut passer au travers d'un prisme qui fait que l'image s'inverse. L'image que vous avez en pensant que vous avez plus de temps en mettant les enfants à l'école est une fausse image, car nous avons fait des études à ce sujet qui montrent qu'au contraire, une fois que vous maîtrisez bien le processus, vous avez beaucoup plus de temps pour vous, et notamment pour créer une activité sur Internet, ou créer des associations, avoir une vie professionnelle, des revenus, pendant que vous faites l'école à la maison, parce que vous allez découvrir que l'enfant a besoin de son autonomie, qu'il doit donc travailler seul, et que le travail que vous allez faire est excellent pour ça. Vous pouvez parfaitement dire à votre enfant, écoute, bon, tu le sais, comme tous les jours, je dois travailler de 14 à 18 heures. Et donc tu vas qu'à tes occupations, tu sais ce que tu as à faire, tu as tes travaux à faire, et puis ensuite tu t'occupes. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on a des enfants qui arrivent à 14 ou 15 ans, qui sont parfaitement autonomes et qui ont la maturité des étudiants, parce que toute une part de leurs études, ils les font seuls. Les parents sont juste là pour s'assurer que les choses soient faites à peu près normalement. Vous voyez, à 13 ou 14 ans, eh bien nos parents, s'ils ont quelques années de pratique, ils ne voient les enfants que 3 fois dans la semaine. Le lundi, le mercredi, le samedi. Ils ne sont pas là derrière eux en permanence pour leur faire cours. Donc ils ont beaucoup plus de temps avec eux. Et les parents, et les enfants, étant proches de leurs parents, n'ont pas besoin en permanence d'occuper leur espace. Voilà. Pour que tu rencontres d'autres enfants que tu n'aurais sans doute pas connus autrement et que parmi eux tu puisses choisir tes amis, alors ça c'est une très mauvaise réponse, je vous le dis tout de suite. Parce que vous n'êtes pas du tout assuré que sur la cour de récré vous n'ayez que des amis, vous pouvez même avoir des ennemis. Et par ailleurs, l'école n'est pas faite pour vous trouver des enfants, des amis. Pas plus que l'entreprise n'est chargée de vous trouver des amis à vous en tant qu'adulte. C'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Les amis on les fait parce qu'on partage des choses très profondes. D'ailleurs on n'a pas besoin de 36 amis, on a besoin de 1 ou 2. 1 ou 2 véritables amis suffisent largement à un être humain. Un véritable ami, hein. Et ça on en parle de l'amitié. Qu'est-ce que c'est que l'amitié ? Donc l'école n'est pas là pour fournir des amis, et ça d'ailleurs ça ne marche pas. Et combien de gens ont des amis, étant adultes, qui sont ceux qu'ils ont eus sur la cour de récréation ? Les autres enfants, on peut parfaitement les découvrir et aller les chercher par soi-même, et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. C'est une démarche que nous devons faire chacun d'entre nous, et ne pas attendre de la société qu'elle nous fournisse des amis. Si on attend de la société qu'elle nous fournisse des amis, alors on attend de la société qu'elle nous fournisse notre santé, et puis nos opinions, et puis notre nourriture, etc. Et donc on est dans ce système dans lequel on est actuellement, où les individus sont tellement pris en charge et tellement domestiqués qu'ils ont perdu les facultés à aller par eux-mêmes se nourrir, avoir leurs propres opinions, leurs sources critiques, leur travail, leurs revenus. Vous voyez, on dépend totalement, mais les gens aujourd'hui dépendent totalement de Pôle emploi, de l'hôpital, de l'école. Ils ne sont pas capables de vivre seuls. Et a fortiori, encore moins de vivre tout seul dans la nature, ils seraient incapables de se nourrir, etc. C'est bien navrant. Il faut donc retrouver toutes ces facultés. Il faut retrouver tout ça, c'est indispensable. En particulier, si vous voulez bien gagner votre vie, vous avez intérêt à quitter le marché du travail, parce que c'est pas là que vous allez gagner votre vie. C'est pas là que vous allez trouver de quoi vivre normalement. Vous savez, dans les années 50, on disait, bah oui, vous avez un beau travail, et puis au bout de 10 ans, vous achetez une maison. Moi, je voulais savoir qui aujourd'hui, en tant que salarié, peut s'acheter une maison au bout de 10 ans de travail. Ça n'existe plus. Ça, c'était les années 50. Aujourd'hui, vous arrivez à la retraite, vous n'avez toujours pas de quoi vous payer votre maison, vous êtes endetté, et vous allez avoir une retraite minuscule où vous serez dans une survie, mais cette fois-ci, une survie dangereuse. Vous serez suspendu au moindre accident, et dès qu'il y a un accident, c'est la catastrophe, on ne sait plus quoi faire.
on n'a pas d'argent pour aller à l'EHPAD, ce qui coûte trop cher, etc. Vous voyez la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Hein. Donc attention à ça. Il faut arrêter de croire que la société est là pour nous fournir des amis, du travail, des opinions, des médicaments, de la nourriture, etc. Il faut essayer de faire en sorte qu'on soit les plus indépendants possibles. Moi, c'est ça que je dis. Peut-être que je vais me mettre des gens à dos, peut-être que je vais me froisser avec certaines personnes et peut-être que je vais vous heurter. Mais moi, je vous encourage vraiment à penser les choses autrement. Votre enfant, il va se trouver des amis, vous allez lui donner le moyen de se trouver des amis, il va se faire des amis tout seul. Et on explique comment faire, c'est pas compliqué. Et ça n'est pas livré au hasard d'une cour de récréation où tout peut se produire. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens, d'ailleurs, toutes les personnes qui sont désocialisées de la société, elles sortent de l'école. Pourquoi ? Parce que leur expérience sociale de l'école a été très néfaste, très mauvaise. Tous les individus désocialisés sortent de l'école. Ce qui veut dire que le processus de socialisation, il ne se fait pas en fait. Il ne se fait pas à l'école. Il se fait dans les vraies amitiés et l'école n'est pas favorable aux vraies amitiés. Comment voulez-vous qu'il y ait une vraie amitié ? Si on parle de vraie amitié, comment voulez-vous qu'elle se crée sur une cour de récréation ? Une vraie amitié ne peut pas naître sur une cour de récréation. Je dis c'est mécanique puisqu'une belle amitié se crée dans des activités et des aventures qu'on mène ensemble. Quelle activité, quelle aventure voulez-vous avoir sur une cour de récréation où tout est normalisé, vous n'avez aucune chance de découvrir ni l'ornithologie, ni l'archéologie, ni de faire de belles randonnées. Vous voyez, les grandes amitiés, elles naissent dans des échanges profonds qui ne sont pas seulement des échanges, des dialogues, des discussions, mais aussi dans des moments vécus ensemble, réellement. Voilà. Pour que tu apprennes des choses qu'on n'apprend pas à la maison, comme vivre en groupe ou parler breton. D'accord ? Pourquoi pas ? Mais vivre en groupe, on peut l'apprendre en dehors de la maison, mais sans faire l'école, sans aller à l'école. Et puis on peut apprendre le breton aussi sans aller à l'école également. Donc voilà, je réviserai peut-être ces réponses à lui donner en lui disant... que peut-être l'école peut apporter à l'enfant un certain nombre de méthodes qui ne sont pas forcément faciles à lui transmettre à la maison. Peut-être que l'école peut apporter le sens du travail en groupe, ce qui sera plus compliqué à la maison, il faut le mettre en place, donc ça ne se fait pas spontanément. Mais en dehors de ça, je ne vois pas ce que l'école pourrait apporter. Et pour le temps que les parents doivent avoir pour eux-mêmes sans leurs enfants, eh bien je vous ai déjà répondu, donc ça me paraît pas automatique. Il faut savoir la raison auquel je crois, étant qu'il n'y a pas de signe de mal-être, et dans la mesure où il me semble que cette école est tout à fait correcte. Alors, signe de mal-être, attention, parce que vous savez, les enfants encaissent, je le dis souvent, les enfants encaissent beaucoup mieux que les adultes. Et un enfant peut vivre des choses terribles, et ça ne se voit pas forcément. Les enfants ont une faculté d'encaissement plus importante. Ils ne disent pas les choses parce que la pression est extrême, c'est-à-dire qu'ils sont en fait préconformés à accepter l'école et tout ce qu'ils peuvent y vivre, puisque de toute façon maman les y emmène, papa trouve que c'est normal, et on y va, et c'est une évidence, quoi. Il s'agit même pas, il n'y a pas de remise en cause. La remise en cause, elle n'arrive que chez l'adulte. Mais l'enfant, pour lui, il n'y a pas de remise en cause. Donc tout ce qu'il va vivre est normal, y compris les choses qui sont néfastes. Il va les trouver totalement normales, et donc il va les encaisser beaucoup mieux. En revanche, vous mettez 30 adultes dans une pièce comme une classe, et puis vous les laissez ensemble pendant 8 heures, vous verrez que très rapidement, il y aura beaucoup plus d'incidents que chez des enfants. Voilà. Bon. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de signe de mal-être qu'il n'y a pas de mal-être. Dans la mesure où il me semble que cette école est tout à fait correcte pour une école, bon ben, tant mieux. Il faut s'en assurer, il faut être vigilant à ce sujet, tant mieux. Je ne pense pas à la déscolariser. Mais je garde toujours cette option sous le coude et souhaite me rapprocher de famille et en fait ce choix de vie. Malheureusement, je ne suis pas convaincu que l'école à la maison soit la solution. Eh bien, voilà, j'ai lu ça tout à l'heure et c'est ça qui m'a poussé à vous répondre oralement plutôt que de vous répondre par écrit. Pour moi, si vous voulez, cette phrase, il y a quelque chose qui cloche. C'est comme si vous disiez je ne suis pas convaincu pour moi que le catamaran soit le bateau idéal. Bah oui, en effet, mais ça dépend ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, je ne suis pas convaincu que l'école soit la solution. Vous comprenez ? Je ne suis pas convaincu que l'école à la maison soit la solution si on la fait mal. En revanche, je pense que l'école à la maison est la solution si on a un objectif particulier qui consiste à bien instruire son enfant, lui apprendre l'autonomie, lui donner un équilibre intérieur, lui donner de la culture, lui donner le sens du travail, donner une cohésion avec ses frères et sœurs, créer une solidarité familiale, etc., etc., etc. Je pense qu'une très bonne école est excellente pour le travail de groupe, si c'est une très bonne école. Ça, c'est fantastique. Si on apprend à travailler
et dans une ambiance de travail de groupe et se faire des amis en plus, alors ça c'est formidable. Mais c'est très rare en fait, hein. Les écoles comme ça sont très rares, souvent très chères et souvent très loin. Il y en a quelques-unes en France, il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est ce que je dis dans la vidéo de démarrage, pour que vous ayez à côté de chez vous une école qui réunisse les bons critères, c'est quand même très compliqué. Bon, donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Un catamaran, ça peut être très bien pour traverser l'Atlantique, c'est peut-être pas la bonne idée pour traverser le Pacifique, etc. etc. À chaque chose, son usage. Il n'est pas sûr que la super grosse Bentley soit parfaite pour aller faire des courses. Il n'est pas sûr que la petite, je sais pas moi, la petite berline Renault pratique qui se gare partout pour aller faire des courses parfaites soit idéale pour traverser toute la France en plein mois de juillet. Vous voyez, donc ça dépend. Il n'y a pas de bonne solution en soi. Rien n'est bon en soi. Rien n'est bon en soi. Tout est bon dans un certain contexte. Ça peut être soit un élément dans une philosophie de vie complète qui intègre les enfants d'institutions sociales et naturels vivants et un projet où ils sont inclus, agricole, artistique, voyage, oui. Soit une solution d'urgence quand il y a un mal-être manifeste, phobie scolaire, harcèlement, ennui insoutenable, d'accord. Oui, mais ça peut être aussi un extraordinaire projet. Et ça peut être, en tout cas par comparaison avec l'école, statistiquement en tout cas, si vous voulez, c'est un excellent outil. Statistiquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pourrez avoir des gens qui font très mal l'école à la maison, ça ne sera pas une bonne solution, et vous avez à côté de ça une excellente école, ben là il n'y a pas photo. Mais en revanche, statistiquement, c'est-à-dire sur l'ensemble des écoles que vous trouvez en France, par exemple, ou en Belgique, ou en Suisse, ou au Canada, et si vous comparez à ça l'ensemble des gens qui font l'école à la maison, eh bien, c'est quand même la solution qui s'impose, statistiquement. C'est-à-dire que dans l'ensemble, c'est quand même bien meilleur, les résultats sont bien meilleurs. Vous n'avez pas de gens désociabilisés qui sortent de l'école à la maison. Les résultats sont meilleurs sur le plan des résultats scolaires, mais aussi sur le plan professionnel, sur le niveau des revenus, etc. Tout ça, on a fait des études et on les a affichées d'ailleurs sur le site. Quand c'est un choix des parents motivé par une méfiance vis-à-vis de l'institution, une mauvaise souvenir de la postérité en ayant sur l'école un discours dissociatif sans que l'enfant ait pu faire sa propre expérience, ça apporte à mon avis d'autres problèmes plus ou moins long terme. Alors oui, mais alors ça dépend, parce que vous avez raison de dire qu'une expérience d'école à la maison qui n'est basée que sur du négatif, c'est un rejet du système, c'est pas l'idéal, et c'est pour ça que nous avons aussi créé ce site. C'est que c'est pas suffisant. Il faut qu'à une première démarche née sur une incompatibilité avec l'école, vienne s'ajouter une volonté positive de donner autre chose à l'enfant que ce qu'on trouve à l'école. Et en fait, si vous voulez, si on pratique bien l'école à la maison, l'école se fait complètement oublier, y compris les meilleures écoles. Parce que si vraiment vous faites très bien l'école à la maison, comme nous le préconisons, et nous essayons de le montrer, eh bien ça dépasse mais de 1000 années-lumière, ou ce que vous voulez, 1000 lieues, toute espèce d'expérience, et même dans les meilleures écoles. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien du parent à l'enfant qui est unique, extraordinaire, et qui peut être développé comme jamais l'école ne pourra le faire. C'est impossible. C'est-à-dire que le meilleur parent, aujourd'hui, fera toujours mieux que le meilleur enseignant. Ce sera différent sur certains points, et peut-être que le meilleur enseignant aura des très 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 bons points que n'aura pas le meilleur des parents, mais dans l'ensemble, au final, l'équilibre intérieur de l'enfant sera mieux assuré, sa maturité sera plus affinée, et c'est essentiel d'ailleurs dans le processus d'apprentissage, et l'expérience en général sera de plus haute volée, à condition bien sûr que le parent accepte de se former, pas forcément de manière coûteuse, mais accepte de se former et ait quelques éclairages sur la nature de ce qu'il est et de ce qu'est son enfant, et sur la relation qui les unit. Si vraiment il explore cette dimension et fait bien les choses, le parent peut atteindre vraiment des sommets qui ne sont pas envisageables par l'école. Voilà, mais ça on l'explique sur le site, on dit pourquoi je dis ça. Ça semble assez audacieux comme propos, mais c'est pourtant exact. En suivant ce que nous montrons dans l'accompagnement, d'ailleurs vous en rendrez compte très très vite. Pour vous donner une image, je ne sais pas moi, supposons que vous avez un jour un problème avec votre enfant, eh bien vous avez deux possibilités, soit vous l'envoyez dans un stage de voile avec des moniteurs qui sont super professionnels, soit c'est vous et le papa qui décidez d'emmener l'enfant, et vous savez ce que vous faites et vous connaissez très bien les choses, vous l'emmenez en bateau, vous faites un tour du monde, et bien il est certain que votre expérience à vous, en tant que parent avec votre enfant, sera beaucoup plus enrichissante que le meilleur des moniteurs dans le meilleur stage de voile. Voilà. À condition, encore une fois, je le répète, que vous sachiez le faire et que ça se passe bien. Parce que si vous ne savez pas le faire, eh bien dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit le moniteur qui le fasse.
Vous voyez, encore hier, j'ai une dame qui n'y arrivait pas du tout, qui n'a pas suivi la formation, qui me dit, moi, j'y arriverai jamais de toute façon. Je lui dis, oui, son enfant est extrêmement violent avec elle. Elle est arrivée à tel point qu'elle n'a plus aucun moyen d'être entendue de son enfant. Je lui dis, bon, ben, dans ce cas-là, là, vous l'envoyez dans un stage de voile, il y en a des très très bons. Il faut l'envoyer pendant 1 mois ou 2 mois. Il va revenir il sera rééquilibré. Il va rencontrer une véritable autorité. Donc, il va arrêter ses frasques et ce manque de respect. Et il vous reviendra certainement beaucoup mieux que ce qu'il est. Et à ce moment-là, eh bien, vous verrez si vous pouvez commencer à reprendre une relation normale avec lui. Si ce n'est pas suffisant, bon, ben, il faudra trouver à nouveau peut-être une pension ou une école qui va recadrer cet enfant et le remettre dans le droit chemin, de façon à ce que vous puissiez le récupérer un jour. Bon, vous voyez, donc ça nous arrive aussi de recommander de mettre un enfant dans certaines écoles, dans certaines pensions, quand le parent n'est pas apte ou a perdu la capacité à faire les choses. J'ai connu des enfants non scolarisés, Fred Cessin, qui étaient dans une ferme ancienne, qui ont insisté pour aller à l'école en fin de primaire, ont beaucoup souffert de leur décalage avec les autres enfants et ont toujours voulu leurs parents les avoir marginalisés. Et bien ça, c'est parce que c'est des gens qui ont mal fait les choses, c'est tout. Voilà. Alors ils ont peut-être réussi certaines choses, mais dans l'ensemble, ils ont mal fait les choses. Des enfants qui disent ça, c'est que ça s'est mal passé. C'est pas compliqué. Maintenant, peut-être qu'il y a aussi des bonnes choses qui vont ressortir plus tard. Alors nous, on a eu des enfants qui voulaient retourner à l'école, mais c'est pas qu'ils trouvaient qu'ils étaient marginalisés ou que les choses s'étaient mal passées, mais ils voulaient tout simplement changer de mode d'instruction. Victoire, notre première, elle est retournée à l'école pendant 1 an, puis finalement, elle s'est dit que c'était quand même mieux à la maison. Mais elle a voulu le faire, elle a fait l'expérience, ça s'est très bien passé. On le raconte sur le site. Il est plutôt sain, à mon avis, de pouvoir faire des va-et-vient entre des périodes de scolarisation, des périodes de déscolarisation, à la demande de l'enfant. Non. Je vais vous dire non, pourquoi. C'est un propos généraliste, si vous voulez, ça ne veut rien dire ça. Parce que ça veut dire que, ça relativise, si vous voulez. On dit, oui, il faut prendre un petit peu de tout, une fois à l'école, une fois à la maison, on alterne, et puis comme ça, ça se fait un peu au gré de l'enfant, et non. Non, c'est comme si vous me disiez... Enfin bon, je ne trouve pas d'image comme ça, mais si vous voulez, là, c'est ce qu'on appelle le relativisme. Soit il y a une bonne période d'école à la maison et une bonne période d'école tout court, qui sont compatibles, pas de problème. Mais on ne peut pas dire que de manière générale, on puisse faire une alternance entre une école dont on ne sait strictement rien et une école à la maison sans formation a priori. C'est-à-dire que là, vous tenez un propos général, on ne peut pas dire que ça se vaut et que l'un et l'autre ensemble, ça marcherait. Non, ça peut être une catastrophe. Il faut quelque chose de cohérent, si vous voulez. L'image, ce serait peut-être que... quelle image on pourrait prendre pour ça? Bon, ça ne me vient pas. J'ai des images, mais elles ne sont pas très très pertinentes et elles ne vont pas vous parler. Mais on ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser. Peut-être que ça peut effectivement fonctionner, mais on ne peut pas dire que ce soit un principe en soi. Alterner l'un et l'autre, c'est pas un principe de base. C'est pas parce que vous avez une alternance entre les deux régimes que c'est plutôt bien. Ce sera neutre, en moyenne ce sera neutre, puisqu'on ne sait pas, vous n'avez pas défini un projet là. Si vous me dites je voudrais faire une alternance entre une excellente école que je connais parce que je sais qu'ils vont amener un sens du travail du groupe à mon enfant, et par ailleurs je voudrais faire une période d'école à la maison parce que je sais ce que je vais apporter à mon enfant, j'ai des méthodes très particulières et je sais que je veux amener telle et telle chose à mon enfant, alors je dirais oui, en effet, très bonne idée. Cette alternance, elle est profitable parce que vous savez ce que vous en tirez. Mais dire de manière générale, pour les enfants, c'est plus profitable de faire une alternance plutôt que de faire seulement l'école ou seulement l'école à la maison, ça ne me semble pas tenable. Je vais lire votre article sur l'horreur de l'éducation sexuelle à l'école. J'étais choqué, interloqué. Ceci dit, de nombreux enfants vivent l'horreur de comportements sexuels déplacés dans la famille. C'est vrai, mais je vous dirais franchement que les gens qui nous suivent, ce sont des gens, étant donné la filtration que nous opérons sur le site, sont des gens qui ne sont pas des gens qui abusent de leurs enfants. Ça, c'est certain. Parce que de toute façon, ils ne passeraient pas. Ils ne passeraient pas. Nous avons émis un certain nombre de filtres, et dans tout ce que nous leur envoyons, qui fait que les gens qui ne sont pas des gens sains, ils s'en vont très rapidement. Donc ça, on l'a fait de manière assez savante. Nous évitons les fâcheux et les gens qui sont mauvais et qui ne sont pas bons et qui pourraient faire du mal à leur enfant via l'école à la maison. Je suis instructeur de karaté. Eh bien, quand je vois quelqu'un qui est malsain, je ne vais pas lui apprendre des techniques dangereuses de karaté, parce qu'il pourrait s'en servir dans la rue.
Donc ce ne sera pas le cas de nos familles, elles n'ont pas de comportement sexuel déplacé. Ou alors elles sont passées au travers de grilles et elles sont très très fortes parce qu'elles arrivent à associer des choses qu'on leur dit, elles arrivent à les supporter, alors que ça devrait être insupportable pour eux, et des comportements qui sont délétères. Le rôle de l'exposition des images pornographiques au sein de leur foyer sans que leurs parents soient conscients, bien sûr, et c'est pour ça que nous disons aux familles, coupez vos télés, c'est extrêmement dangereux parce que maintenant, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous voyez des choses comme ça. Je suis d'accord sur le fait que l'éducation sexuelle n'est pas le rôle de l'école, que chaque enfant a sa sensibilité, sa pudeur, qu'il convient respecter, qu'il vaut mieux éviter d'anticiper les questions que les enfants ne se posent pas, absolument, et qu'on a le devoir en tant qu'adulte de préserver leur innocence. Le problème avec l'école, de façon générale, c'est qu'elle donne la même chose à tout le monde, alors que tous n'ont pas les mêmes besoins en termes d'information, de stimulation et d'activité. Oui, absolument. Et puis il y a un autre problème, c'est qu'il y a derrière des programmes que le public ne connaît pas, et que les enseignants ne connaissent pas, que nous connaissons très bien, qui sont distillés par la Commission européenne d'éducation et qui sont de véritables programmes de subversion de l'enfance. Et bon, ça, je ne veux pas trop en parler parce que les gens n'y croiraient pas, écriraient au complotisme, mais il y a bel et bien des gens qui ont des visées là-dessus et qui sont très très bien analysés par d'autres que moi, qui ont été maintes fois démontrés et dénoncés. On se sert des enseignants et des programmes de l'éducation nationale pour pervertir en fait l'individu et en faire un consommateur docile. On a le droit de ne pas y croire, mais une fois qu'on a étudié la question, on sait que ça existe. C'est extrêmement dangereux. Il y a des livres qui sont très explicites à ce sujet, qui donnent des témoignages très précis. Ce qui m'interroge, c'est que vous préconisez l'école à la maison pour tout le monde, et que vous affirmez que tout le monde en est capable. Oui, et que vous proposez, bien sûr, de même que toutes les femmes peuvent accoucher, hein. Toutes les femmes peuvent accoucher. Et pourtant, que c'est difficile, quelle souffrance, hein, et ça peut faire peur. Tout le monde peut conduire une voiture, y compris les handicapés avancés. Tout le monde peut, à moins que vous soyez sous un poumon artificiel, évidemment. Si vous n'aimez pas votre enfant, vous ne pouvez pas faire l'école à la maison. Si vous êtes totalement analphabète et que vous n'avez pas envie, évidemment, vous n'y arriverez pas, vous ne pouvez pas faire l'école à la maison. Mais tout le monde ayant envie de le faire, ayant un minimum, évidemment, sachant un petit peu lire et écrire, même si on est illettré, on peut la faire. Hein, même si, nous avons des Roumains qui font l'école à la maison en français, ils ne parlent pas du tout français, mais ils font l'école à la maison en français comme avec leur enfant. Ils sont dans l'état de quelqu'un qui est analphabète ou illettré. Bon. Vous voyez, donc c'est tout à fait possible. Mais si on ne veut pas, si on n'a pas le strict minimum, c'est quand même un peu compliqué. Et vous proposez un accompagnement payant. Je peux comprendre que la déscolarisation massive soit un moyen de réorganiser la société en incluant plus les enfants. En refusant de ségrégation par classe d'âge. Au Pérou, les enfants n'ont classe que le matin, ils sont beaucoup plus présents à la vie sociale. Voilà, pour le meilleur socialisation, apprentissage de la vie réelle, autonomie. Exactement. Et pour le pire, exploitation, travail précoce et temps d'enfant. Et oui, parce que, évidemment, la perfection n'est pas de ce monde et que vous avez à côté de ça des choses qui ne fonctionnent pas. Mais au moins, ce qu'ils font de bon là minore le moins bien. Alors le travail précoce, c'est pas toujours mauvais, à condition que ce soit pas de l'exploitation. C'est très bien qu'un enfant, moi je trouve que c'est très bien, autrefois on faisait ça, les petits enfants ils allaient dans les vignes, ils ramassaient le raisin, ils faisaient les vendanges avec leurs parents, c'était pas du tout mauvais. Et des petits bergers aussi, et puis il y avait des petits enfants qui apprenaient les métiers de la charpente avec leur père, hein. Jésus il a fait ça dans sa petite enfance, c'est pas dramatique, au contraire. Il faut que les enfants passent par des savoir-faire, par des pratiques, par des métiers. Il faut qu'ils apprennent. Autrefois, on apprenait aux enfants à servir la terre glaise et faire de la poterie, etc. On ne le fait plus, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on interdit aux enfants d'aller dans les entreprises, c'est scandaleux. Je veux dire, un enfant devrait... Quand j'avais 13 ou 14 ans, on nous envoyait dans un garage l'été pour apprendre un peu la mécanique et puis apprendre à se faire un peu engueuler, travailler dans une équipe et puis avoir un patron qui n'était pas toujours sympa et qui était de mèche évidemment et qui vous chambrait un peu parce que je me souviens que le patron dans le garage, village on était en vacances, il m'envoyait chercher le fer à froisser. Vous voyez, bon, ça n'existait pas bien sûr, mais le fer à froisser ou des outils à l'autre bout du village qui n'existaient pas. Bon, ça c'était pour nous apprendre un peu à encaisser, et puis à relativiser aussi, etc. Donc ça c'était très bon. Évidemment, ce qu'il ne faut pas, c'est l'exploitation, c'est-à-dire l'enfant qui est le vecteur de profit. Ça, c'est pas normal, effectivement. La vie dans certaines familles est harmonieuse, riche, aimante, équilibrée. Ce n'est pas le cas de toutes, bien sûr. Et pour un enfant dont l'un des parents dépressifs, violents, négligents, par exemple, l'école peut être un refuge. Oui, mais c'est bien triste. Et de la même manière, l'école à la maison peut être un excellent refuge pour le parent qui est dans cet état. Nous avons des parents qui sont dépressifs. Eh bien, l'école à la maison les a retapés. Parce qu'ils ont retrouvé une dignité, un travail, une responsabilité. Ils se sont retrouvés dans la réussite de leur enfant, etc.
Donc, vous savez, moi je crois qu'on peut faire du bien avec tout et du mal avec tout. On peut faire du bien avec tout. L'hôpital est le meilleur exemple. L'hôpital à l'origine, c'est fait pour soigner. On en a fait une catastrophe et un désastre. Vous allez à l'hôpital pour mourir aujourd'hui. C'est effroyable. Vous entrez en bonne santé, vous vous sortez malade ou mort. Bon. Donc on peut faire du mal avec n'importe quoi. Et on peut faire du bien avec n'importe quoi. On peut faire du bien dans les bidonvilles. On peut faire du bien avec n'importe quoi. Moi je dis qu'on peut faire par exemple des cours avec un bottin téléphonique. On peut faire un cours extraordinaire, beaucoup plus intéressant que 2 heures de cinéma avec un mauvais film. C'est une question de manière de faire, d'esprit, d'état d'esprit. Si on a vraiment un bon état d'esprit, on peut faire des choses merveilleuses. Donc il n'y a pas de schéma, si vous voulez. Et je crois d'ailleurs, c'est ce que disait Janusz Korczak, il n'y a pas d'opinion définitive en éducation. Celui qui dit il faut faire comme ci ou faire comme ça, se trompe. Comme vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs très justement, il y a des choses qui marchent avec certains enfants et qui ne marchent pas avec d'autres. Il faut donc adapter, observer, être à l'écoute, et puis amener des choses. Ne pas être qu'à l'écoute de l'enfant, parce qu'à l'écoute de l'enfant, ça ne va pas nous mener bien loin, le pauvre, qu'est-ce que vous voulez. C'est pas lui qui va découvrir par tout seul le théorème de Pythagore ou l'art de jouer du violon. Il va bien falloir lui amener des choses. Donc il y a ce qu'il souhaite, ce pour lequel il est prêt, et puis ce qu'on lui amène. Il faut savoir le faire, bien sûr. En ce qui me concerne, j'oscille entre les moments où je bénis le fait que ma fille soit à l'école, car en son absence, je me recentre et suis ainsi plus disponible pour elle à son retour, et des moments où j'hésite à l'en retirer à cause des crises de décharge émotionnelle le soir. Aujourd'hui, j'étais puni ainsi tout seul sur le banc parce que je n'ai pas envie de travailler. Alors, voyons ça. En son absence, je me recentre et suis ainsi plus disponible pour elle à son retour. C'est pas sûr. Enfin, je veux pas. Bon, si vous voulez, mon but n'est pas de vous contredire, mais d'essayer d'aller au fond de vos propositions avec vous pour vous aider. Donc ça, c'est le postulat de base. J'essaie de vous aider. Bon. Alors, est-ce qu'on est sûr de cette proposition ? Est-ce que, là, il faudrait découper. Est-ce qu'en fait, vous avez besoin de moments de solitude ? Et moi, je réponds oui. Et je dis au moment où vous avez besoin de moments de solitude. Chaque semaine, vous devez avoir des moments de solitude et de repos. Il faut vous reposer plus souvent parce que les mamans culpabilisent du repos. Elles ont tort. Il faut savoir s'arrêter, se reposer, dormir, avoir des moments pour soi toute seule. Et puis des moments d'activité pour soi toute seule aussi. L'activité professionnelle étant très très bien, si vous avez une clientèle, des gens qui aiment votre travail, qui vous payent pour ça, c'est très bien, c'est très valorisant. Et c'est très bon pour l'enfant aussi, qu'il sache que vous n'êtes pas là que pour lui, vous n'avez pas été créé que pour lui, et c'est très important qu'il l'apprenne. Bon, donc ça c'est fondamental. Mais c'est pas sûr que vous vous recentriez sur vous-même pendant qu'elle est à l'école et pour son bénéfice à elle. C'est pas du tout certain. Parce que pendant que vous vous recentrez, entre guillemets, et qu'elle est à l'école, eh bien, il lui arrive peut-être des choses qui vont vous décentrer quand vous allez la récupérer. Et c'est ce qui se passe, puisque vous la récupérez, parfois il y a des crises. En fait, vous pouvez vous recentrer dans une activité qui serait une activité en propre, sans votre enfant, même si elle n'est pas loin, et en même temps, vous assurer qu'elle grandisse bien et de manière équilibrée. En fait, dans ce que vous dites, grosso modo, il y a cette... vous donnez une explication, une justification de l'école, parce qu'on sent que derrière, il y a un besoin de vous détacher, d'avoir votre quant à soi et votre juste distance à l'enfant. Et cette juste distance, nous en parlons, nous sommes pour ainsi dire les inventeurs de cette idée, appliquée à l'école à la maison, qu'il faut une juste distance entre le parent et l'enfant. La juste distance, c'est ni être dans l'embarras de son enfant tout le temps dans les jambes et pesant sur toutes nos décisions et tout ce qu'on fait, etc., et occupant l'espace, bougeant, faisant du bruit, etc., ce qui n'est pas possible, pas vivable, ni trop loin, et dans l'incapacité de transmettre l'essentiel. L'essentiel n'étant pas le savoir, n'étant pas l'instruction, mais quelque chose que vous portez en vous et qui supporte tout le reste. Et c'est pas seulement d'ailleurs, enfin c'est ce qu'on appelle l'amour, mais c'est un amour avec un grand A, c'est-à-dire une structure intime qui porte bien plus que ce que peut porter le meilleur des enseignants du monde, le meilleur instructeur. La juste distance, c'est donc un élément crucial et on en parle dans la formation et on vous donne les clés pour la vivre au mieux, de façon à ce que l'enfant grandisse. Et il est nécessaire que le parent comprenne que l'enfant va se détacher de lui, et c'est absolument indispensable, de même que le fruit se détache de l'arbre, et c'est le fruit qui se détache de l'arbre, et ce n'est pas l'arbre qui détache le fruit. Ça on le sait scientifiquement, c'est le fruit, c'est la pomme qui sécrète une humeur qui dessèche sa tige. Donc cette séparation, elle est nécessaire, et il faut que cela se puisse se faire pour un retour
plus tard dans la maturité auprès du parent sur une relation différente. La juste distance, c'est fondamental. Dès lors, vous n'aurez plus ces crises que vous dites de décharge émotionnelle, qui sont des crises existentielles de votre enfant. Et puis, c'est aussi des crises réactives par rapport à ce qu'elle vit à l'école, à 3 ans. Les valeurs qui viennent toujours de l'école, tu tries, je ne jouerai plus jamais avec toi, tirer la langue, les mensonges, rien de si grave en fin de compte. Mais je vois des choses bien plus préoccupantes dans l'école où je travaille, une institut qui humilie ses élèves, une autre qui hurle sur sa classe à longueur de journée, les petits qui sont obligés d'aller aux toilettes tous ensemble avant d'entrer en classe, sans aucun respect pour leur pudeur, vu qu'il n'y a pas de closet entre les toilettes, oui, et qui n'ont plus le droit d'y aller une fois que la classe est commencée. Et oui. Je vous remercie pour la qualité de votre travail et j'aurai peut-être recours à vous un jour. Entendu Delphine, voilà pour cette réflexion. J'ai été très long, mais ce sont des sujets extrêmement intéressants que vous avez évoqués. Et j'espère qu'ils permettront de vous aider. Merci pour ce que vous faites pour votre famille. À très bientôt. Au revoir.